l'appareil de l'État se détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de fois erronées et manipulées, vantées jour et nuit, ne reflétant aucune réalité des terrains. On a vu par contre la mise en place d'un système corrompu de kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des deniers publics. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé le pays à une diplomatie de complexe et de complaisance sans anticipation aucune. 9 fois sur 10, je lui disais régulièrement non. Ça voudrait dire que j'étais conséquent avec moi-même. Je dois vous dire que j'ai été opposé à plusieurs dossiers, opposé à plusieurs propositions ou à plusieurs décisions de gouvernance de M. Félix Tshisekedi. C'est notamment le dossier RAM. J'ai été farouchement opposé, mais qu'est-ce que je pouvais faire parce qu'on était dans un régime, on était dans un système. Je devrais sortir pour... Mais aujourd'hui, que j'en ai assez parce que mes amis ne m'ont pas compris, je suis opposant, je ne vois pas de solution à donner à cela, monsieur. Nous allons tous constater, malheureusement, avec le peuple, que le pouvoir en place est incapable d'imposer l'ordre et la discipline dans ce pays. Tout ce que je peux faire, c'est de demander au peuple de se mobiliser, afin de chasser Félix Tshisekedi en 2020. Parce que célèbre phrase, le peuple d'abord. Hélas, en l'absence d'une vision claire dans le chef du président Félix Tshisekedi, pour faire décoller le Congo, nous assistons malheureusement à des tâtonnements et des essais-erreurs dans tous les domaines de la vie nationale. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit, en contradiction des principes sacro-saints et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique, dont le socle est la bonne gouvernance et la redevabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion. Le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des deniers publics et la corruption comme mode d'exécution de projets. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant et un mensonge d'État. Le Parlement de la République, temple de la démocratie, est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste, contre sa volonté, à des scènes de règlement des comptes, des traitements de sujets sans pertinence aucune et celle des théâtres de clowns politiques. Près de 4 ans plus tard, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État se détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de fois erronées et manipulées, vantées jour et nuit, ne reflétant aucune réalité des terrains. Quoi de plus ahurissant que de constater que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale ait été volé par l'État sous la coordination des services
de la première institution de la République à travers le dossier RAM. Cette escroquerie d'État s'est déroulée au grand jour. Pire encore, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistes, paradoxalement à leur panier de la ménagère, et sans repère ni soubassement dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence des mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement, fondamentale bien entendu, fait chuter la qualité de l'éducation nationale, alors que l'accès aux soins de santé primaires de la population devient cauchemar sous le régime des jouisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par, entre guillemets, un tshisekédiste. Mais hélas, on a vu par contre la mise en place d'un système corrompu de kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des deniers publics. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé le pays à une diplomatie de complexe et de complaisance sans anticipation aucune. Des multiples voyages diplomatiques n'ont réussi à convaincre aucun chef d'État et de gouvernement en faveur des différentes causes de notre pays. La situation d'insécurité à l'est du pays, dont les ennemis sont connus et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps, est la preuve éloquente que les déficits du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ceux qui nous menacent pour apporter le soulagement à nos populations de l'Est tant meurtri et démontré. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mallettes dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont se vante avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités, visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la Chambre basse et laisser 200 pour les autres formations politiques. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tshisekedi pour dénoncer ces plans qui ne cadrent ni avec la vision ni avec l'idéal pour lequel nous nous étions bâtis près de 4 décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tshisekedi quant à ces plans, tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par feu le docteur Étienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là, nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie et le soir du même jour, le siège de l'UDPS avait été plastiqué et 7 personnes y périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique, fondé sur les valeurs qui sous-tendent toute société moderne, mais aussi le caractère cosmogonique de notre combat au regard du nombre de victimes enregistrées dans nos rangs, que nous considérons à juste titre comme des martyrs de la démocratie. Et j'avais dit au président Tshisekedi
qu'elle n'ait pas organisé des élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels, en dépit du bilan largement négatif, trahirait notre idéal de combat, détruirait le mythe d'Étienne Tshisekedi et cacherait sur la mémoire de nos martyrs. Eu égard à tout ce qui précède, mes chers amis, vous allez constater avec moi que les divergences de vues et persistantes étaient des tailles entre moi et le président Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'en ce jour, devant vous, je lance un appel au peuple congolais, à tous ceux qui avaient cru dans le combat d'Étienne Tshisekedi, de se mobiliser pour barrer la route à ces régimes des irresponsables jouisseurs qui se définissent comme antithèse du tshisekédisme. Ne pas les faire pour risque de pérenniser la souffrance et le maintien de la République dans le sous-développement avec péril de plonger le pays dans une guerre civile inutile. M. Tshisekedi doit désormais savoir que cette manœuvre ne passera pas. Et je m'engage personnellement à affronter aux côtés du peuple cette machination. Parce que je considère le combat que je dois devoir mener désormais comme un tournant très important dans ma vie politique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons aussi assisté à la reprise petit à petit des tares de dictature de triste mémoire. Le pays est en train de subir un recul démocratique honteux des restrictions des libertés d'expression. Et le peuple assiste impuissant devant l'émergence d'une néomonarchie constituée d'une classe de mafieux fanatiques applaudisseurs. On constate la flambée des arrestations des leaders d'opinion et des atteintes à la liberté de la presse avec des intimidations de journalistes dont certains sont contraints à l'exil. Il en est de même de l'usage abusif des services publics à des fins privées, des trafics d'influence par la résurgence des familles et des personnes intouchables. Je dois l'établir pour encore regretter ici pourquoi avoir contribué substantiellement à ce que Félix Tshisekedi soit président de la République. Mais je ne veux pas regretter pour ça parce que j'étais chef du parti, j'étais chef dans ces partis-là. Étant donné que tout parti politique a pour vocation la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation, je suis tenté de ne pas regretter aujourd'hui pourquoi avoir consacré mes énergies et mes forces afin que l'UDPS accède au pouvoir. Mais tout simplement, je regrette l'échec de celui en qui nous avions placé notre confiance. Et je crois que c'est une page que nous devons tourner rapidement. Mais pour tout ce qui reste, je crois que j'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle en tant que responsable dans le 4000 pour rappeler chaque fois à notre ami qui est aujourd'hui président de la République les bien fondés de notre combat. Je n'ai pas été quelqu'un qui le flattait. Il peut l'attester lui-même que je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre. 9 fois sur 10, je lui disais régulièrement non. Ça voudrait dire que j'étais conséquent avec moi-même. Je dois vous dire que j'ai été opposé à plusieurs dossiers, opposé à plusieurs propositions ou à plusieurs décisions de gouvernance de M. Félix Tshisekedi. C'est notamment le dossier RAM. J'ai été farouchement opposé, mais qu'est-ce que je pouvais faire parce qu'on était dans un régime, on était dans un système. Devrais-je sortir pour dire au peuple que voilà, je suis contre ce qui est fait là-bas? Vous, les journalistes, vous aurez dit crier à l'amateurisme. Comment il est là-bas et puis il vient nous dire qu'il est contre. Pourquoi il ne démissionne pas? J'ai été opposé à plusieurs dossiers. Je viens d'évoquer ici les dossiers élections. Quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président Félix pour gagner 2 ans de glissement, remettre tout le monde dans la gestion, les affaiblir, puis organiser des élections où la tricherie était en train de se préparer parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI et la Cour constitutionnelle. J'ai dénoncé cela. Je lui ai dit que ceci ne cadre pas avec notre vision.
J'aimerais bien, parce que j'étais même chantre de la conservation du pouvoir par l'UDPS jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est moi qui le disais. Mais je ne le dis pas par des mécanismes frauduleux. Il n'y a qu'un seul mécanisme pour conserver le pouvoir, c'est rencontrer les besoins du peuple. Accomplir la partie de son contrat. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis actuellement chef du parti. Tout ce que moi je vous demande, donnez-moi le bilan. Aux prochaines élections, je vous donne une majorité. Mais s'il n'y a pas de bilan, il ne faut rien espérer. Je ne ferai pas de la magie. Je le lui ai dit. C'était en privé. Malheureusement, je ne pouvais pas sortir, convoquer la presse pour dire, voilà, je viens de dire au président Tshisekedi ceci ou cela. Madame, je crois que je sors de cette histoire avec une conscience tranquille pour avoir joué complètement mon rôle d'un véritable Tshisekediste. Et le fait même que j'avais décidé de démissionner, de quitter le pouvoir, est un signe clair que je n'étais pas d'accord avec la gestion du pays par Félix Tshisekedi et par ricochet. Je ne peux pas regretter quoi que ce soit parce que je n'ai aucune responsabilité à porter là-dessus. Par rapport à 2023, madame, nous venons de créer un parti politique. Ce n'est ni un parti de mallette, moins encore un parti qui accompagnera XY. C'est un parti qui a vocation, d'abord un parti qui est créé sur base d'une vision, une vision claire, d'un ancien opposant qui a été au pouvoir, qui redevient opposant avec toutes les expériences possibles de l'opposition et de la gestion. Alors, en tant que parti politique, notre objectif serait de conquérir le pouvoir pour concrétiser notre vision. Je vous ai dit ici que notre vision, je l'ai même résumée. Je l'ai résumée. Elle consiste en quoi? La réformation de l'homme congolais. Hein? La refondation de l'État. Nous considérons l'État comme la superstructure sans laquelle aucune société moderne ne peut être battue. Sinon, vous allez vivre dans une jungle comme on est en train de le vivre. Nous avons parlé aussi de la mise sur pied de modèles économiques et financiers adaptés au contexte congolais. Et enfin, nous parlons de la révolution du social des Congolais. Vous allez voir que le social du Congolais, que beaucoup de politiciens, des candidats présidents vont vous brandir demain dans leur campagne pour dire, voilà, nous allons construire des routes, nous allons construire des hôpitaux, nous l'avons relégué à la fin. Parce que nous estimons, dans l'Alliance pour le changement, que la priorité des priorités, le vrai problème dans ces pays, c'est d'abord l'homme congolais, mais ensuite, l'absence de l'État comme superstructure sur laquelle doit être bâtie toute vision, tout projet de société. Sans un État, rien ne peut être fait. Donc l'État que moi je suis en train de viser ici, c'est le Léviathan. L'État, c'est la force qui écrase tout. L'État, on ne l'affronte pas. L'État, on ne le défie pas. L'État n'a peur de personne. C'est la force. L'État couvre tout le monde. Les chefs de l'État, sa famille biologique, ses amis sont tenus par l'État. Il n'y a personne qui peut se substituer à la place de l'État ou être au-dessus de l'État. C'est ça notre vision. Nous estimons que demain, nous allons imposer cela. Et l'État, parce que vous le savez bien, c'est une fiction juridique. Il n'existe pas matériellement, à la différence de la nation qui est un groupe d'individus qui se reconnaît à travers une histoire, une culture et autres. Mais l'État, lui, il est invisible parce que c'est une fiction. Mais il existe matériellement à travers des instruments de puissance. Et ces instruments de puissance, nous les avons classés en 6. C'est l'armée, la police, les services de sécurité, la justice, l'administration et les relations étrangères. Voilà ce que nous pensons, madame. Avec cette vision, avec ces projets, nous ne comptons pas accompagner quelqu'un. Nous allons nous battre en 2023 pour la conquête du pouvoir au sommet jusqu'en bas. Nous invitons à présent... Nous devons être prudents et même faire un petit tour
faire un petit tour en arrière parce que nous sommes en train, dans ce pays, malheureusement, de revivre l'éternel recommencement. Cet éternel recommencement voudrait dire quoi? Ceux qui sont au pouvoir, ils sont ennemis du peuple, et ceux qui sont dans l'opposition sont chouchoutés par le peuple, portés par le peuple. Ils composent un attelage mal assorti. Dès qu'ils accèdent au pouvoir, du coup, ils deviennent aussi des démons. Ceux qui étaient démons au pouvoir hier, par manque de résultats de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, redeviennent saints, et c'est un cercle vicieux. L'Alliance pour le changement voudrait casser ces cycles infernal qui plongent le pays dans le désastre. Ça voudrait dire quoi, madame? Ça voudrait dire que toute alliance sera basée sur une vision. Toute alliance sera basée sur des idéologies. Notre parti, je vous l'ai dit, c'est un parti socialiste, de la social-démocratie. Donc, on voudrait bien savoir quelle est la vision politique de tel ou de tel, quelle est son appartenance idéologique, afin que nous puissions réfléchir sur ce que nous pouvons faire demain ou après-demain. Mais quant à l'attelage mal assorti, ce que les Kinois appellent Sanguissa, nous ne serons pas prêts à faire cela parce que nous avons vu les dégâts que cela a causé au pays. C'est comme si on était dans une sorte de course à l'accession du pouvoir. Juste pour accéder au pouvoir, c'est partagé entre acteurs politiques. Et du coup, on prend le peuple en otage parce que ce n'est pas la vision qui guide l'action politique, mais plutôt les intérêts, notamment le partage de pouvoir, le partage du gâteau, bien entendu, et les intérêts que cela procure. Donc demain, l'AC va s'engager dans le processus électoral pour gagner les élections à tous les niveaux. Mais nous ne fermons pas la porte. Nos portes sont ouvertes pour des personnes crédibles, des personnes qui partagent les mêmes convictions que nous, des personnes qui ont la même vision que nous. Mais si tel n'est pas le cas, nous avancerons. Et maintenant, nous allons... L'incident s'était passé, j'étais chez moi ici, j'ai passé en revue les tours des médias audiovisuels. J'ai vu comment les journalistes, leurs invités, étaient en train d'analyser. Des fois, j'étais surpris et choqué d'entendre ce qui sortait de la bouche et de certains journalistes et de certains politiques. Mais merci beaucoup, Monsieur Jean, pour avoir dit que j'ai contribué, en menant ces actions, j'ai contribué au civisme routier dans ce pays. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, si j'ai eu à le faire hier, les gens parfois me taxaient d'arrogant. Oh, mais comment lui, le premier vice-président, il se permet de freiner tout ça? Est-ce que j'avais besoin, tout premier vice-président de l'Assemblée que j'étais, j'avais besoin de démontrer quoi que ce soit à un usager de la route? Que j'avais besoin, même si mon arrogance avait atteint le paroxysme, est-ce que j'avais le temps? Parce que je n'avais même pas le temps pour ma famille, mes amis et autres. Comment je pouvais avoir le temps de me balader et faire quoi que ce soit? Ceci démontre à suffisance à quel point je suis lié à l'ordre et à la discipline. Je me posais moi-même la question de dire, mais si je ne le fais pas, parce que 2023 approche, ça retombera sur moi en tant que chef du parti et un élément clé du pouvoir. C'est comme ça que vous m'avez vu, par exemple, dépasser par les événements. J'étais appelé à toucher à gauche, à droite. Ce n'était ni de l'arrogance, ni parce que j'ai manqué à faire. Mais aujourd'hui, que j'en ai assez parce que mes amis ne m'ont pas compris, je suis opposant. Je ne vois pas de solution à donner à cela, monsieur. Nous allons tous constater, malheureusement, avec le peuple, que le pouvoir en place est incapable d'imposer l'ordre et la discipline dans ce pays. Tout ce que je peux faire, c'est de demander au peuple de se mobiliser, afin de chasser Félix Tshisekedi en 2020. Parce que en tant qu'opposant maintenant, je ne serai là que pour constater aussi comme tout le monde. Je ne me permettrai jamais de descendre même pour faire une petite remontrance à un chauffeur, n'est-ce pas? Donc, d'ailleurs, je vais exploiter cela pour bien écraser ces régimes des incompétents qui parfois vous ne faites pas attention.
Comment voulez-vous? Un jour, j'ai dit au président Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, faisons un petit rappel. Notre leader Maximo, Feu Etienne Tshisekedi, il est élu Premier ministre, ou 2 fois nommé par Mobutu. Mobutu qui concentrait tout le pouvoir entre ses mains. L'armée, les services de renseignement, la justice. Mais M. Tshisekedi, à partir de chez lui, à la 10e rue, était capable de lancer un message, de dire demain, tout celui qui a pris un bien de l'État, qu'il vienne le remettre. Et on a vu comment les frères à Mobutu, les Ngwandi, avaient peur de ces messieurs qui n'avaient pas tout le contrôle du pouvoir. Mais comment ça fait-il que l'UDPS maintenant accède au pouvoir? Il a tous les instruments de puissance entre ses mains. Mais nous sommes incapables d'assurer ne serait-ce que la circulation routière. Nous sommes incapables juste de mettre la propriété sur la voie publique, juste curer les caniveaux. Il ne m'avait pas répondu. Il ne m'avait pas répondu. Alors, que voulez-vous que l'on fasse? Tout simplement, nous allons constater avec le peuple que le monsieur a lamentablement échoué et qu'aux prochaines élections, il soit mis hors d'état de nuire. Eh oui. À présent, nous allons inviter Paul Matendo de la radio Okapi pour sa question. De la plume. La question de l'insécurité dans la partie est de notre pays traduit de manière claire l'incapacité de M. Tshisekedi à imposer la paix, la sécurité, voire même l'ordre de la discipline dans ces pays. J'ai vu malheureusement, quand le M23 a pris Bunagana, donc quand le feuilleton M23 commençait, les manipulateurs de ce pouvoir montaient des messages dans des laboratoires, des services, pour dire voilà, il faut être patriote, le pays est agressé, allons faire ceci contre le Rwanda, faisons cela contre le Rwanda. J'ai vu même de jeunes gens marcher contre, faire un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Et beaucoup se sont posé des questions. Mais pourquoi l'honorable Kabound n'a même pas fait un tweet? Il n'en a pas même évoqué. Je n'ai pas parlé parce que je considère que ce qui se passe, on est en train de manipuler l'opinion et le peuple. Ici, il est question d'un État. Je vous ai dit ici qu'un État, c'est ça notre incarnation. Donc l'État est là. L'État, on ne l'attaque pas, on ne le bouge pas. L'État, c'est le sommet. Au-dessus de l'État, il n'y a rien. Lorsque M. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, voilà que nous sommes en train d'assister des choses auxquelles lui pense que c'est de la blague. L'État, ce n'est pas la 10e rue où on pouvait s'aventurer à faire ceci ou cela. L'homme qui a dit non. L'État, c'est l'État. Il a ses mécanismes et ses moyens de fonctionnement qui requièrent de l'intelligence, de l'anticipation, de la sagesse dans les chefs de celui qui la gagne. Comment voulez-vous que la partie Est soit sécurisée dès lors que nous n'avons pas une politique claire en matière de défense et de sécurité? Dès lors que nous n'avons pas, le régime Tshisekedi jusqu'aujourd'hui n'a investi rien, ni dans l'armée, ni dans la police. Comment voulez-vous que l'on puisse faire face à des nations autour de nous qui, d'ailleurs, sont en train de faire des efforts dans ce domaine? Donc aujourd'hui, le peuple congolais, plus particulièrement dans la partie Est, est sacrifié du fait que Félix Tshisekedi n'est pas en mesure d'imposer la paix dans cette contrée. On voudrait dire que le Rwanda agresse le Congo à travers le M23. C'est bon bien. C'est bon bien parce que la scène internationale, elle est ce qu'elle est. Ne pensez pas que nos voisins, tels qu'ils nous entourent là, ce sont nos amis. Ils sont en même temps amis, ils sont en même temps ennemis. C'est ça les relations internationales. Les pays sont des acteurs sur cette scène. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis. Et ce sont de monstres froids. Alors, on a 9 voisins. On a 9 amis et 9 ennemis en même temps. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Mais demain, ça peut être Brazzaville. Pour mine de rien, il y a une histoire et il nous déclare la guerre. Demain, ça pourrait être l'Angola. Pour un petit accrochage, l'Angola se décide
il nous déclare la guerre. Que sera le Congo? Que sera son peuple? Si nous sommes en train aujourd'hui de nous lamenter parce qu'un groupe armé, soutenu par le Rwanda soit-il, est en train de semer désolation dans toute la partie est du pays. Mais si alors demain, un État nous déclarait la guerre, ou encore je voudrais aller plus loin, si c'est le Rwanda lui-même qui se décide alors de dire, voilà, je ne vous fais pas la guerre à couvert, je vous déclare la guerre. Donc nous allons fuir ces pays, n'est-ce pas? Nous allons donc fuir ces pays. Nous irons faire nos marches de soutien au FARDC en dehors de ces pays. Moi, je pense qu'au lieu de faire des marches de soutien au FARDC, nos FARDC n'ont pas besoin de soutien des civils. Surtout pas dans les réseaux sociaux, à travers des tweets, à travers des messages. C'est une aliénation de tout un peuple. En lieu et place de faire des marches de soutien au FARDC, en lieu et place de marcher contre l'ambassade du Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et son gouvernement pour exiger des actions plus concrètes afin de sécuriser la partie Est. Le peuple congolais aurait plutôt marché pour dire à Tshisekedi qu'il devait être le plus ferme possible parce qu'il est chef de l'État, il est commandant suprême des forces armées, c'est lui qui devait donner les tons. A contrario, on voit un chef de l'État qui pense que le pays va bien. À le voir comme ça, vous ne sentez pas que ce monsieur a un pays qui a un problème. Surtout qu'il ne se permet pas de passer de bons week-ends. Chaque week-end, c'est la poule douce. Vous voyez, avec une situation pareille, il ne faudrait pas aller chercher les diables ailleurs. Le diable se trouve chez nous. Je dois vous dire que ces pays, en fait, vivent la théorie de l'éléphant dans la pièce. Vous savez, la théorie de l'éléphant dans la pièce, c'est que nous sommes en train de penser que la faute, c'est l'autre. Alors le vrai problème est dans la maison. On ne fera aucun ménage, on n'arrangera rien, aussi longtemps que l'éléphant est dans la pièce. Et ce qui est dit a lamentablement échoué. Et quand on dit que le bilan est largement négatif, ça voudrait dire, c'est que ça voudrait dire. Évalué en termes de pourcentage, ça voudrait dire quoi? Il a lamentablement échoué, c'est tout ce que nous retenons. Parce que si vous me demandez d'aller dans des détails, je vais vous prendre toute 1 heure ou 2 heures de temps ici à vous expliquer secteur par secteur. Parce qu'il arrive de fois que dans ces pays, on est habitué à la manipulation. C'est ce que j'ai dénoncé ici, le mensonge et la manipulation. On résume le bilan de tout un régime par des histoires fades. Parce qu'on a construit une école à gauche, on a construit une route de 100 km à droite et on dit que le bilan est positif. Non, le bilan d'un régime doit être global. Il doit intégrer tous les aspects de la vie. Un régime, lorsqu'il travaille dès le début, d'ailleurs je vous ai dit ce que je ne vous ai pas dit, la vision sur quoi? Quand on dit que quelqu'un a une vision politique, ça voudrait dire qu'il connaît le problème de son pays, il envisage des solutions qu'il compte y apporter, et quand on met le problème et les solutions sur la balance, c'est ce qu'on appelle vision politique. Donc, quand on connaît bien son pays, on peut se dire aujourd'hui qu'avant d'accéder au pouvoir, j'ai trouvé mon peuple avec un taux d'accès à l'eau à tel pourcentage. J'ai trouvé mon peuple avec l'accès à l'électricité à tel pourcentage. J'ai trouvé mon peuple avec l'accès aux soins de santé de qualité à tel pourcentage. J'ai trouvé mon peuple avec l'accès à un logement décent à tel... Tout ça, ça fait partie de la globalité de la vie dans une nation. Et quand on évalue un régime, on l'évalue de manière globale. Pas sur base de 10 km de route ou de 2 écoles construites à gauche à droite. Je trouve que ça, on est habitué. On est en train de flouer le peuple. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Que chaque fois qu'un régime est là, on vous brandit une école construite à gauche. On vous brandit 2 fois dans les réseaux sociaux. C'est des montages qu'on fait. Et le peuple, pour dire au peuple que voilà, le bilan est positif. Moi, je crois que nous devons évaluer un bilan sur base des éléments globaux qui constituent la vie socio-économique, environnementale de l'homme congolais. Merci.
Ok. Si je l'avais fait, ça voudrait dire qu'en aparté, j'ai beaucoup fait. Je vais vous donner une anecdote sur le dossier RAB. Vous savez, quand cette histoire s'est tissée, moi-même, je n'étais pas informé. Moins encore le parti que j'ai dirigé à l'époque, nous n'étions pas informés. Mais d'ailleurs, je ne savais même pas la définition de RAM. C'est quoi RAM? Quand j'ai entendu pour la première fois, j'ai posé la question, mais c'est quoi RAM? Parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, l'affaire s'est enflammée. J'ai essayé de consulter la loi, j'ai compris que c'était anormal. Mais ce que je vous dis, je vais citer des témoins, ils sont encore vivants. Vous pouvez aller leur poser des questions. À la veille de la motion qui a été initiée contre le ministre du PETNT, nous sommes allés, moi, le Premier ministre, le ministre du PETNT, le DG de l'RPTC et un sujet, un expatrié, je crois, ça peut être un Français. Nous sommes allés voir le chef de l'État pour discuter sur la question rare. J'ai dit clairement au chef de l'État, devant tous ces témoins, qu'on devait tout de suite arrêter parce que cela s'apparentait à une escroquerie. Une taxe, une imposition ne peut reposer que sur la loi. Ça, c'est la Constitution. Et ce qui se passe, et d'ailleurs, lorsqu'on impose ou on taxe, l'argent doit aller directement dans le compte du Trésor public. Étant donné que l'argent de RAB ne va pas dans le compte du Trésor public, et cela ne repose pas sur une disposition légale, Monsieur le Président, nous devons arrêter ça parce que ça risque de nous poser d'énormes problèmes. Alors, la réponse était que mais oui, mais est-ce qu'on doit le faire parce que là il y a la pression de l'opposition, ça donnera l'impression que nous, on a failli devant l'opposition, nous devons résister. J'ai dit, Monsieur le Président, il n'est pas question de l'opposition, mais il est question du peuple. Nous devons écouter le peuple. Bon, ça va, on va d'abord alléger. On a allégé. Est-ce que vous saviez que ce que je vous dis ici avait eu lieu? Mais je ne pouvais pas sortir sur la place publique pour le dire. Que maintenant, là, je viens de dire au chef de l'État, ceci ou cela. Je vais aller plus loin. Un mois plus tard, j'ai fait appel à un grand ami du président de la République chez moi ici. Je ne vais pas encore citer son nom parce qu'il est encore vivant. C'est moi Djanvita, le DG du journal officiel. Je lui ai dit, toi tu es ami du chef de l'État. Écoutez ce que je compte aller lui dire. Je préfère que tu sois là. Le dossier RAM, c'est vrai, on l'a arrêté, mais il se pose un sérieux problème. Le chef de l'État doit communiquer, il doit parler, il doit communiquer sur cette question. Il doit dire au peuple combien d'argent a été mobilisé dans cette histoire. Et parce que cet argent n'est pas entré directement dans le compte du Trésor public, il doit présenter au peuple des projets concrets que cette somme devra financer. S'il ne le fait pas, je suis convaincu que ça sera un caillou dans sa chaussure. Un jour, j'ai craint qu'il ne puisse répondre de cette histoire. J'en ai parlé à moi, David, et je suis allé personnellement dire la même chose au chef de l'État. Je lui ai dit, Monsieur le Président, convoque une conférence de presse, communique le montant de l'argent que RAM a récolté. Dis au peuple ce que cet argent va faire. Non seulement le dire, mais pour moi, je propose même qu'il y ait des projets concrets déjà entamés que vous allez devoir montrer au peuple que voilà, j'ai entendu de montants, 300 millions, 350, 500 millions, je ne sais pas. Mais vous dites, si c'est 300 millions, voici tel projet va nous coûter 30 millions, voici tel projet va nous coûter 40 millions, voici 100 millions, et l'affaire RAM est terminée. Si vous ne le faites pas, je crains qu'un jour, vous puissiez courir derrière le barreau dans ces dossiers. Mes chers amis, avez-vous entendu que dans un régime, depuis notre accession au pouvoir, quelqu'un a dit ça à un président de la République, son bras droit lui a dit ça? Je suis parfois l'unique dans ces pays qui a eu le courage de dire au chef de l'État des choses impossibles. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire ici. Je lui ai dit beaucoup de choses. Et curieusement, ça créait un fossé entre moi et lui. Tellement que les divergences étaient devenues des tailles. Certaines personnes ont commencé à lui dire que monsieur Kabound ne te respecte pas, Kabound est trop arrogant, il se croit, il pense que c'est lui le président.
des histoires, à dormir debout tout simplement, parce que j'étais dans la vérité et je disais ce que je pensais être vrai, un homme libre, anti-séquédiste convaincu. Ce n'est pas le pouvoir qui devait changer ma perception des choses. Je vous dis, j'ai gardé la même vision, la même perception que j'avais dans l'opposition pendant toutes ces 3 années passées au pouvoir. J'en suis fier. Voilà tout. Donc, c'en est fini pour la série questions-réponses. Honorable,